Faire de la facturation de transport avec des fichiers Excel, c'est un peu en fait comme essayer de conduire un semi-remorque sur une route de montagne, mais en regardant uniquement dans le rétroviseur. On a cette illusion de contrôler la situation parce qu'on voit d'où l'on vient, mais au final, Au final, à la moindre déviation inattendue sur la route, on finit inévitablement dans le fossé. Ouais, c'est exactement ça. et c'est là tout le problème. Bonjour et bienvenue dans notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On va décortiquer un sujet qui donne des sueurs froides à beaucoup de monde, la facturation dans le transport. Et c'est un milieu par nature super imprévisible, tu vois. Cette déviation inattendue dont tu parlais, ça prend souvent la forme d'un péage non prévu, d'une attente prolongée chez un client ou d'un changement de tarif à la toute dernière minute. C'est ça. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, basée sur plusieurs documents spécialisés, c'est vraiment de comprendre pourquoi facturer un trajet, que ce soit du routier, du maritime ou du multimodal, c'est devenu une tâche aussi douloureuse en fait. Et surtout, comment une solution technologique spécifique comme Digipark vient mettre fin à ce que j'appellerais carrément la tyrannie des tableaux de calcul. La tyrannie d'Excel, ouais. Et il faut bien mesurer l'enjeu ici. Pour quiconque gère des flottes de camions ou de la logistique, comprendre cette transition, c'est pas juste une question de confort administratif, c'est une vraie question de survie. De rentabilité pure et dure, non? Absolument. Si ton outil de facturation est incapable de capter l'ensemble des frais réels d'un voyage, l'entreprise perd de l'argent à chaque kilomètre parcouru. Et le pire, c'est que ça se fait sans même s'en apercevoir sur le moment. C'est fou. Alors, posons le décor. Le monde entier adore Excel. Dans la majorité des bureaux, c'est l'outil par défaut pour manipuler des chiffres. Pourquoi cet outil universel se transforme-t-il en enfer absolu dès qu'il franchit les portes d'une entreprise de transport? Le problème fondamental, il réside dans la confrontation entre un outil qui est statique et une réalité qui est, elle, fondamentalement dynamique. En fait, une formule mathématique dans une cellule Excel, par définition, c'est figé. Ouais, ça attend des variables précises dans des cases bien précises. Voilà, sauf que le transport, c'est vivant, ça bouge tout le temps. Prenons un exemple concret tiré de nos sources. Un contrat de transport routier facturé à la fois au kilomètre et au tonnage. Ah, la fameuse double condition, le casse-tête classique. Un vrai labyrinthe, ouais. Imaginons un transporteur qui signe un accord avec un industriel. Le tarif fixé, disons que c'est X euros par kilomètre pour les 7500 premiers kilomètres parcourus dans le mois. Ok, ça a l'air simple jusqu'ici. Sauf qu'au-delà de ce palier, le tarif kilométrique baisse. Et simultanément, ce prix de base, il doit être multiplié par la charge utile exacte qui a été transportée lors de chaque trajet. Oula! Donc le comptable, il doit programmer une formule qui vérifie en permanence le cumul mensuel pour un client précis, appliquer une bascule de tarif au bon moment et croiser ça avec les bons de pesée de chaque camion. Et ça, multiplié par 500 ou 1000 voyages distincts dans le mois. Avec des tracteurs différents, des remorques différentes et des dizaines de clients qui ont tous négocié des paliers complètement différents, j'imagine. C'est ça. Le tableur finit par s'effondrer sous le poids de toutes ces conditions croisées. Mais en fait, la fragilité d'Excel va encore plus loin. Il y a ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire le truc où tu changes une case et tout pète. Exactement. Le piège structurel de la liaison de cellules. Si un tarif basé sur la capacité du véhicule évolue en plein milieu de l'année, disons, parce qu'une zone de déchargement devient plus difficile d'accès, le comptable met à jour le tarif de la zone B dans sa base Excel. Logique. Mais instantanément, toutes les factures des mois précédents qui étaient liées à cette même cellule pour la zone B vont se recalculer avec le nouveau tarif. Oh, l'angoisse. Donc l'historique financier de la boîte est faussé en un quart de seconde. Totalement. Les montants qui ont été déclarés au fisc ne correspondent plus aux données du fichier, c'est un cauchemar comptable. C'est terrifiant. Et encore, là, on parle de la route. Si on regarde du côté du transport maritime, multimodal, là, on atteint un tout autre niveau d'absurdité, non? Ah oui, le maritime, c'est le boss de fin. Imaginons une seule facture pour l'expédition de 15 containers. Chaque container fait 3 trajets distants. Le trajet depuis le port d'arrivée vers un terminal logistique, le stockage au terminal, puis la livraison finale chez le client. Donc, il faut intégrer les frais portuaires, les frais de manutention pour chaque boîte. Voilà. Tu te retrouves hyper facilement avec 50 onglets Excel juste pour justifier une seule et unique facture client. 50 onglets pour une facture? Et j'imagine que la fiscalité ne simplifie rien à l'affaire.
Ah, bah la gestion de la TVA et des devises vient rajouter une couche de complexité redoutable. Un transporteur international, il doit jongler avec des taux multiples. Par exemple, le carburant peut être assujetti à un taux de 8%, tandis que la prestation globale du transport plus le carburant va subir un taux de 14%. Sans compter les fameuses exonérations. Dans nos notes, ils expliquent que si le client final bénéficie d'une exonération de TVA liée à la date de création de son entreprise, le tableur doit suspendre le calcul de la taxe uniquement pour lui et seulement sur certaines prestations. Et uniquement si la date de la facture entre dans la période d'exonération légale. C'est une usine à gaz. Et pour couronner le tout, les devises s'en mêlent. La boîte facture en dirhams marocains, mais un camion a payé un péage et une taxe en euros en Espagne à une date précise. Donc le système doit appliquer le taux de change exact du jour de la dépense pour refacturer le frais au centime près. Sinon, la boîte rogne sur sa propre marge. Exactement. Et gérer ça manuellement, frais par frais, voyage par voyage, c'est tout simplement impossible. Ok, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Excel, ça reste un outil incroyablement permissif. C'est une toile blanche, quoi. On peut y programmer des macros super complexes en langage VBA, on peut verrouiller des cellules, faire des tableaux croisés dynamiques. Pourquoi ne pas simplement embaucher un très bon développeur pour bétonner un méga fichier Excel ou bien acheter un gros ERP classique du marché? Le problème de l'ERP générique, c'est qu'il est conçu pour vendre des objets physiques dans un entrepôt ou des heures de service standardisées. Ça comprend pas la notion d'un camion qui tombe en panne, tu vois, ou d'un détour de 50 kilomètres ou d'une taxe d'attente sur un port. Ça rentre pas dans leur case, en gros. C'est ça. Et quand tu as bétonné un fichier Excel avec des macros et des cellules verrouillées, en fait, ça crée une nouvelle forme de paralysie. C'est-à-dire que le remède devient pire que la maladie. Absolument. Le jour où un chauffeur subit un frais portuaire totalement inédit à Rotterdam, un frais qui n'était pas du tout prévu dans la macro verrouillée de l'informaticien, le comptable peut pas l'ajouter et boum, la facturation est bloquée. Donc la permissivité du tableur libre favorise l'erreur humaine et la rigidité du tableur verrouillé empêche de s'adapter à la réalité du terrain. Tout à fait. Ce dont un transporteur a besoin, c'est pas d'une toile blanche, c'est d'un moteur de règles métier. Un cadre qui est robuste, qui protège les données, mais qui autorise une infinité de cas particuliers à l'intérieur même de ce cadre. D'accord. Et ce changement de paradigme, ça nous amène directement à la façon dont un système dédié comme Digipark redéfinit la structure même de l'information. Parce que si le problème d'Excel, c'est que la cellule est idiote et ne comprend pas le contexte, la solution passe forcément par une base de données qui, elle, est intelligente. Il a fallu repenser entièrement le fameux master data, le référentiel de base. Ouais, la fondation de cette architecture repose vraiment sur la sémantique. Dans un système classique, un trajet s'est défini géographiquement. Le point A vers le point B, point barre. Et dans ce nouveau modèle, Dans le modèle Digipark, le trajet devient une entité multidimensionnelle. Ça inclut bien sûr la distance et la durée estimée, mais ça embarque de manière native les frais par défaut qui sont rattachés, les passages en douane obligatoires et les péages spécifiques à cette route précise. Le trajet, c'est plus juste une ligne de texte, c'est un ensemble de règles pré-packagées. et le cœur du réacteur, si j'ai bien compris les sources, c'est la gestion des tarifs. Le tarif, c'est plus une simple valeur monétaire dans une petite case, c'est le résultat d'un croisement hyper dynamique. C'est exactement ça. Le système va interroger en temps réel plein de dimensions. L'identité du client, la spécificité du trajet, la nature de la marchandise transportée, la catégorie du véhicule. L'algorithme pousse la logique super loin en fait. Ah oui, il calcule automatiquement les tarifs allés, mais il intègre aussi les spécificités des retours, qu'ils soient à vide ou chargés. Il prend en compte les coûts réels des sous-traitants pour calculer ta marge avant même d'émettre la facture. Et il gère nativement ce fameux calcul mixte dont on parlait au début qui croise les paliers kilométriques et le tonnage. Pour bien visualiser cette mécanique, j'ai une analogie. Il faut imaginer un bac à jouets. Dans l'ancien monde, avec Excel, le comptable devait fabriquer une nouvelle pièce de puzzle sur mesure pour chaque nouvelle facture, avec toujours le risque que la pièce s'emboîte mal. C'est une très bonne image. Et là, la solution Digipark, elle fournit plutôt des briques Lego, qui sont intelligentes. Chaque brique représente une prestation, un frais ou une règle fiscale. Et ces briques, elles ont des connecteurs logiques qui savent précisément comment s'emboîter les unes aux autres, en fonction du contrat du client. Exactement. Et la notion de voyage dans le logiciel illustre parfaitement cette logique modulaire. Dans ce système, le voyage, c'est pas juste le déplacement du camion. C'est un conteneur numérique d'une flexibilité totale. Donc on part avec un montant de base,
Et on peut y greffer des briques, c'est ça? Voilà, un nombre illimité de briques supplémentaires. Des heures d'immobilisation parce que l'entrepôt du client a tardé à ouvrir ses quais. Des frais de manutention exceptionnels pour recharger une palette mal équilibrée. Ou des taxes de pesage de dernière minute. Et c'est cette architecture modulaire qui rend l'automatisation enfin possible, parce que les règles d'assemblage sont dictées par le moteur, et plus par l'humain. C'est ça. Fini les grilles tarifaires obsolètes qui sont imprimées et punaisées sur le mur du bureau. Le logiciel analyse la date physique à laquelle le voyage a été effectué. Il consulte l'historique des conditions contractuelles du client à 7 secondes précises et il applique la combinaison tarifaire correspondante, tout seul. Du coup, le risque de l'erreur de frappe disparaît. Un opérateur fatigué en fin de journée ne peut plus taper 140 € au lieu de 14. Non, l'algorithme devient le garde-fou de ton chiffre d'affaires. C'est vrai qu'avoir des briques conceptuelles parfaites, c'est super satisfaisant intellectuellement. Mais sur le terrain, la réalité, c'est qu'une boîte de logistique gère des volumes massifs de données simultanées. Comment un algorithme arrive-t-il à encaisser des milliers de conditions croisées sans carrément faire planter les ordinateurs de l'entreprise? La réponse, elle se trouve dans l'individualisation des moteurs de calcul. En fait, le système ne force pas tous les clients dans un seul énorme entonnoir mathématique. Il intègre un moteur de calcul conditionnel, ce qui veut dire que chaque client possède son propre micro-algorithme qui est paramétrable. Genre, si le client X exige une remise de 2% sur le transport frigorifique, mais uniquement les mardis. Exactement, cette règle est modélisée spécifiquement pour lui. Et l'aspect essentiel ici, c'est que ce paramétrage se fait sans taper une seule ligne de code informatique. L'équipe commerciale peut configurer ces règles via une interface visuelle. Donc, on n'a plus besoin de déclencher un ticket panique auprès du service informatique chaque fois qu'un client renégocie une virgule de son contrat. C'est clair. Mais là où la véritable puissance de calcul se révèle, c'est lors de la phase de consolidation. Dans la vraie vie, éditer une facture individuelle pour chaque voyage d'un client régulier, c'est un non-sens absolu. L'algorithme permet de regrouper 10, 20 ou 50 voyages distincts sur un seul document de facturation. Et le moteur réconcilie tout ça instantanément. Ouais, il digère toute la masse d'informations, il consolide les montants hors taxes en appliquant les remises globales, il ventile les différentes lignes de TVA selon les règles d'exonération propres à chaque type de marchandise. Et il convertit les fameuses devises étrangères encourues pendant les trajets en se basant sur les taux de change historiques, le tout en tâche de fond. Voilà, de manière totalement invisible pour l'utilisateur. Mais ça fonctionne vraiment face au chaos du transport maritime multimodal, avec les navires, les terminaux et les livraisons terrestres qui se croisent. Parfaitement. L'architecture, elle a été pensée dès le départ pour digérer les identifiants spécifiques du maritime. Le système relie les numéros de booking des compagnies maritimes, les dossiers de transit douanier et les prestations portuaires directes. Il gère même la facturation périodique, non? L'autre facture de façon complètement automatisée. Et d'ailleurs, il y a une donnée temporelle dans nos sources qui illustre ce saut technologique de manière assez fulgurante. Ah oui, le comparatif de temps de travail. C'est ça. Pour une facture multimodale comportant des dizaines de conteneurs, de terminaux et de frais croisés, un comptable expérimenté passait avant environ 48 heures de travail à vérifier ses onglets Excel, valider les taux de change et traquer les erreurs. Et le moteur génère ce même document consolidé en 30 secondes. Attends, on passe de 48 heures de boulot à 30 secondes. Le gain de productivité est inouï. Mais, tu sais, je me mets à la place du chef d'entreprise. 30 secondes de calcul machine, c'est magique, mais comment tu peux faire confiance à un résultat généré si vite? La peur de perdre le contrôle face à une espèce de boîte noire technologique, c'est légitime. Si le client conteste le montant final, comment tu justifies un chiffre que tu n'as pas calculé toi-même? C'est une excellente question. Et la confiance, elle se décrète pas, elle se prouve par la transparence absolue. Et ici, la vitesse de calcul n'implique pas la perte de la mémoire, bien au contraire. La force de cette architecture, c'est sa traçabilité chirurgicale. Le montant final de la facture n'est jamais un résultat aveugle. Et concrètement, c'est quoi le mécanisme de cette traçabilité? Génétique de chaque calcul. Si une facture affiche 15 420 €, l'utilisateur a juste à cliquer sur ce montant. Le système déploie instantanément toute l'arborescence de la somme. Ah, donc on voit tout le détail caché derrière. Tout. Il montre quel camion précis a fait quel trajet, à quelle heure le péage a été franchi, quel chauffeur a signalé une prestation de manutention exceptionnelle et quelle grille tarifaire a été appliquée à ce moment-là très précis. Donc en cas d'appel d'un client un peu mécontent, le comptable ne refait aucun calcul. Il lance un audit en temps réel depuis son écran et il justifie chaque ligne avec les données brutes du terrain.
Fini l'opacité. C'est ça. Et d'ailleurs, quittons un peu la théorie et les algorithmes pour regarder l'impact réel sur le plancher des vaches. Lorsqu'on déploie une telle mécanique dans une vraie entreprise, avec des employés habitués à leurs anciennes méthodes, il se passe quoi vraiment? Les sources fournissent un cas pratique hyper intéressant là-dessus, suivi sur une période de 18 mois après la mise en production de Digipark chez un transporteur routier d'envergure nationale. Ça permet d'objectiver les choses. Ouais, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant l'intégration logicielle, cette boîte affectait 2 personnes à temps plein, uniquement pour la saisie et la vérification des factures de transport. Après l'implémentation, la charge de travail a été réduite à une seule personne, affectée à mi-temps sur cette mission. Le calcul du vite fait, hein, l'entreprise a récupéré l'équivalent d'un temps plein et demi. Et attention, l'idée, c'est pas de licencier ses collaborateurs. Ils sont redéployés sur des tâches d'analyse financière, de recouvrement ou d'optimisation des achats. Là où l'humain apporte une vraie valeur ajoutée, plutôt que de faire bêtement du copier-coller sur Excel. Oui, Et sur le plan des outils, la boîte est passée de 15 fichiers Excel interconnectés qu'il fallait maintenir à un seul environnement de travail. mais le chiffre le plus marquant de ce suivi sur 18 mois, ça reste le taux d'erreur. Zéro. Zéro erreur de calcul tarifaire sur des milliers de voyages traités. C'est bluffant. Et la conséquence directe de ça, c'est l'effondrement des litiges. Les contestations clients ont été divisées par 10. Les factures sont justes du premier coup, donc elles sont plus bloquées par le service comptable du client. Et ça, l'impact sur la trésorerie est massif. D'ailleurs, la période de clôture comptable en fin de mois, qui est historiquement une grosse source de stress, d'heures sup et d'erreurs dues à la panique, est passée de 5 jours de travail à une seule journée. Bah oui, et réduire la clôture de 5 jours à 1 jour, ça signifie que tes factures partent 4 jours plus tôt. Donc l'argent rentre 4 jours plus vite sur les comptes en banque du transporteur. Ça diminue drastiquement le recours aux lignes de crédit. C'est pour ça que le retour sur investissement total de la solution a été mesuré et attend seulement 6 mois. Une rentabilité extrêmement rapide. Mais alors, pour parvenir à un tel niveau de performance opérationnelle, sans que le logiciel ne plante à la moindre mise à jour, il faut s'intéresser 2 secondes au choix d'ingénierie sous le capot. Parce que la mécanique repose sur plusieurs ruptures technologiques. Tout à fait. Et la première rupture majeure, c'est l'abandon des bases de données SQL traditionnelles au profit d'une architecture dite document-orientée, qui est souvent basée sur le format JSON. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas développeurs, le concept de base de données relationnelle classique, le SQL, c'est un peu comme un bac à glaçons en plastique rigide. Tu as des lignes et des colonnes fixes. Si on a besoin de stocker une info qui n'était pas prévue, genre une taxe douanière transitoire avec une date d'expiration, l'information ne rentre pas dans la case. Ouais, il faudrait fondre le plastique et refabriquer un nouveau bac à glaçons, ce qui demande l'intervention super lourde de développeurs informatiques. C'est ça. Alors que l'architecture orientée document de Digipark JSON, c'est comme avoir une remorque magique, ou plutôt une pochette de type Ziploc qui peut changer de taille et de forme instantanément. C'est l'analogie parfaite. Le système se moque de la forme de l'objet qu'on y insère. Tu peux glisser dans cette pochette un voyage routier classique, ou y ajouter à la volée 3 frais maritimes inédits, une photo d'un bon livraison et un petit commentaire du chauffeur. Le conteneur s'adapte dynamiquement au volume et à la nature de la donnée. Exactement. Le système va simplement interroger le contenu de la pochette au moment de facturer, sans jamais exiger que la structure de la base soit redessinée. C'est une souplesse incroyable. Une autre innovation tech qui change la donne, c'est la façon dont le processeur gère l'effort. On a mentionné le passage de 48 heures à 30 secondes pour une facture complexe. Mais si un logiciel classique essaie de croiser 50 variables pour 100 voyages en même temps, l'ordinateur de l'utilisateur gèle, l'écran devient blanc, ça mouline à l'infini. Comment le système évite ce crash? Directement dans l'interface visuelle de l'utilisateur. C'est comme si un serveur de restaurant essayait de cuisiner un repas gastronomique directement sur la table du client. Tout le service s'arrête. Très bonne image. Le calcul asynchrone, lui, il découple l'interface du cerveau de l'ordinateur. L'utilisateur lance la facturation d'un lot de 200 voyages complexes. L'ordre part en arrière-plan sur des serveurs dédiés. Et pendant ce temps, l'utilisateur garde la main sur son logiciel pour faire totalement autre chose. Et il reçoit juste une petite notification 30 secondes plus tard pour dire c'est prêt, c'est ça? Voilà, quand la lourde tâche mathématique est terminée. Et en plus de ça, la mémoire du système est garantie par ce qu'on appelle le versionning tarifaire. Ah oui, c'est vital pour la conformité légale, ça, hein, parce que les tarifs évoluent. Le prix du kilomètre en décembre, c'est pas du tout celui d'avril, à cause des indexations carburant ou des renégociations annuelles. Exactement.
Le système photographie et archive chaque version d'un tarif. Donc si un audit fiscal impose de régénérer ou de vérifier une facture qui a été émise 8 mois plus tôt, par exemple, l'algorithme ne va pas se tromper en appliquant le tarif du jour de la vérification. Il remonte le temps de manière autonome et applique la grille tarifaire exacte qui était en vigueur au moment de la prestation initiale. C'est ça, une sécurité juridique absolue. Bon, en rassemblant toutes ces pièces, le constat de notre analyse est super clair. L'approche développée par Digipar réussit une hybridation très complexe. D'un côté, on a une souplesse métier presque organique qui est capable d'absorber tous les imprévus, les devises, les taxes et les détours qui font le quotidien du monde de la logistique. Et d'un autre côté, on s'appuie sur une rigidité architecturale absolue qui empêche la destruction de la donnée et garantit des calculs fiables au centime près. Faut bien se rendre compte que ce type d'outil, c'est le fruit d'une très longue évolution empirique basée sur des cas réels. Parce que pendant des années, l'informatique de gestion a imposé ses propres contraintes aux transporteurs, en les forçant à tordre leur processus pour rentrer dans des cases génériques. Ouais, mais aujourd'hui, la technologie a enfin atteint un niveau de maturité où c'est l'algorithme qui se plie aux réalités géographiques, fiscales et opérationnelles de la route et des océans, et pas l'inverse. Donc, le message est clair. Si des équipes logistiques s'arrachent encore les cheveux toutes les fins de mois sur des feuilles de calcul interminables, en croisant les doigts pour ne pas effacer la mauvaise formule, il est temps de réaliser que cette souffrance administrative, c'est plus une fatalité inhérente au métier. L'outil adéquat existe. Et cette bascule technologique, d'ailleurs, elle ouvre une perspective beaucoup plus large sur laquelle on devrait s'arrêter un instant. Lorsque la production d'une facturation parfaitement exacte et multimodale passe d'un effort douloureux de plusieurs jours à un simple clic de quelques secondes, un vide immense se crée. C'est vrai. La véritable question stratégique pour les acteurs de la chaîne logistique, ça devient comment réinvestir ce temps libéré et cette puissance intellectuelle humaine. La compétition de demain va nécessairement se déplacer, on est d'accord. Inévitablement. Bientôt, facturer vite et sans erreur ne sera plus un avantage concurrentiel, ce sera la norme absolue juste pour survivre. Les entreprises qui domineront le marché de demain seront celles qui utiliseront ces immenses gisements de données qui sont enfin propres et instantanés pour nourrir des modèles prédictifs. Analyser la rentabilité par type de fret, anticiper les fluctuations saisonnières, optimiser les routes de manière proactive. Voilà. L'enjeu, c'est plus du tout de réussir à facturer le passé, l'enjeu, c'est d'utiliser ces données parfaites pour conquérir le futur. Eh bien, c'est une excellente réflexion pour clôturer notre analyse. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.